Résister pour un projet, souvent, il s'agit de transformer. Justement, cette transformation, comment doit-elle s'opérer? En réalité, cette déconstruction est en cours depuis très longtemps. Même si tout est entrepris à travers le système politique, à travers le système électoral, à travers le multipartisme partiel, à travers, etc., plein d'artifices, le parrainage, tout est fait pour marginaliser les résistants, mais il est en cours depuis très longtemps. Cette déconstruction-là, c'est justement d'expliquer clairement aux citoyens sénégalais que si aujourd'hui, chaque année, il y a 24 000 citoyens sénégalais qui sont atteints de cataracte, et que parmi ces 24 000, il y en a 11 000 qui deviennent aveugles, parce que tout simplement, nous n'avons pas suffisamment d'ophtalmologues. Il faut se poser la question de savoir pourquoi un pays comme le Sénégal n'a pas suffisamment d'ophtalmologues. C'est parce que les dirigeants de ce pays ont accepté que 90% au moins de l'or de Sabodala sortent de ce pays et que la portion congrue reste au Sénégal. La même chose sur les ressources halieutiques. Quand j'entends le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dire la présence du bateau Mercy Ships est une lueur d'espoir. Je ne sais plus en fait la formule qu'il a utilisée, mais pour dire ça va redonner l'espoir à ces familles démunies, oui. Aux 3000 Sénégalais qui vont bénéficier d'opérations chirurgicaux, mais il n'y a pas pire aveu d'échec. Ah oui, pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, 59 ans après notre indépendance, nous aurions dû nous trouver dans une situation où le Sénégal, avec ses ressources, devrait être capable de dispenser. Il n'y a jamais trop pour bien faire, quand même. À ses citoyens. Il n'y a jamais trop pour bien faire. Mais au point de tendre la main, au point d'être résolu à annoncer hier ou avant-hier que l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne est revenu de ses soins médicaux en France. Au point de En quoi cela vous gêne-t-il? Omar, 59 ans, nous devrions avoir un système sanitaire performant. C'est un aveu d'échec que nous allions nous soigner en France, aux États-Unis ou au Maroc. Or, les ressources de l'Afrique, les ressources du Sénégal devraient nous permettre de nous soigner ici. C'est un scandale, Omar. Et que reprochez-vous au président de la République sénégalaise, oui, qui targue d'avoir justement créé le terre, oui, qui essaie aussi de construire, on parle justement de Dakar Arena, des infrastructures, un taux de croissance 6,2 et tout ça. Que lui reprochez-vous? Mais ce que nous reprochons au président Macky Sall, c'est de prendre la majorité de nos richesses et de les laisser aux multinationales et de n'en avoir quasiment pas suffisamment pour satisfaire les besoins des citoyens sénégalais. Et nous pensons que c'est cela qu'il s'agit d'inverser. Il faudrait que la majeure partie des ressources du Sénégal et de l'Afrique en général bénéficient au peuple africain et pas, aux entreprises, aux multinationales des pays capitalistes. Et qu'en est-il aussi de la gestion de nos ressources naturelles? Ça fait débat, objet de débat. Je vous parlais justement, oui, de ce débat autour de Petrotim. Oui, ce scandale qui a été révélé par BBC. Oui, à ce stade, quelle réaction? Mais ce qui se passe au niveau en fait du pétrole et du gaz, c'est ce qu'on voit dans d'autres secteurs. Ce n'est en fait que l'expression du néocolonialisme dans le pétrole que nous voyons dans d'autres secteurs. Je disais tout à l'heure que quand vous prenez l'or de Sabodala, la majeure partie de cet or va à l'étranger. C'est ce rapport-là qu'il s'agit d'inverser. Il faut dire deux choses. Oui. La bourgeoisie bureaucratique de ce pays-là a fait deux choses. La première, c'est comme nous ne cessons de le marteler, de laisser la majeure partie de nos ressources aux multinationales. L'autre partie de ces ressources est détournée par cette bourgeoisie bureaucratique et ne laisse que des miettes au peuple sénégalais. C'est pourquoi nous n'avons pas suffisamment de sages-femmes, nous n'avons pas suffisamment d'infirmiers. Et que par conséquent, tous les jours, il y a 4 femmes sénégalaises qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au lieu d'avoir 15 000 policiers, parce que c'est cela la norme, un policier pour 1000 habitants, nous avons au Sénégal un policier pour plus de 5000 habitants. Et nous avons un peu plus de 3000 policiers. Et que quand nos femmes, nos enfants sont agressés dans la rue, quand nos entreprises sont dévalisées,
il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a cette insécurité-là. Une des raisons, c'est que notre pays n'a pas suffisamment de ressources pour avoir suffisamment de policiers. Pourquoi? Parce qu'une partie de nos ressources est vampirisée par l'impérialisme et l'autre est parasitée, vampirisée par la bourgeoisie bureaucratique actuellement au pouvoir autour du président Macky Sall. Et c'est cela qu'il faut changer. Qu'il faut changer, mais toujours justement sur la gestion du pétrole et du gaz. Cette gestion de nos ressources, justement, selon vous, pose problème. Qu'est-ce qui véritablement pose problème dans la gestion de nos ressources? Que reprochez-vous à l'actuel système qui pense avoir pris les bonnes initiatives avec tout ce qu'il faut pour sécuriser? Mais vous avez un problème. C'est quoi, finalement? Mais je crois que, en tant que membre de Aar Li Nu Bokk, je vais renvoyer en fait ceux qui nous écoutent au discours de la plateforme Aar Li Nu Bokk, consistant à montrer clairement qu'en réalité, nous assistons depuis des années à une spoliation, à une vaste entreprise de spoliation du peuple sénégalais. Illustration. L'illustration est celle-ci. Franck Timis reçoit en fait, bénéficie de contrats. Dans ces contrats, l'IGE, l'inspection générale d'État, informe qui est saisi par le président Macky Sall, commence son enquête, n'a pas encore rendu les résultats, et voilà le président de la République qui confirme les contrats attribués, en fait les blocs attribués à Franck Timis. L'IGE sort son rapport et montre qu'en réalité, il y a énormément de choses inacceptables dans la procédure qui se sont déroulées. D'accord? Je crois que ça a été listé. Alors, le président Macky Sall fait fi de ce rapport de l'IGE et, tête baissée, continue à attribuer ces blocs à Franck Timis. Pourquoi est-ce que notre président agit ainsi? Pourquoi est-ce que le frère du président est impliqué dans ce dossier-là? Nous disons qu'il faut que la lumière soit faite dans cette attribution-là, mais également de pouvoir voir les autres attributions, est-ce qu'elles ont été faites dans les règles de l'art? Autrement, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite, une enquête qui soit qui en fait puisse rassurer les citoyens sénégalais, et que cette enquête-là montre réellement est-ce que ce dont Aliou Sall, ce dont Franck Timis, y compris Aly Ngouille Ndiaye, qui a fait un rapport qui en fait pose énormément de problèmes, y compris le président de la République, ce dont on les accuse, est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut que la lumière soit faite sur ces éléments. Est-ce que c'est ce qui explique justement ces mobilisations tous les vendredis? Alors, sous une forme ou une autre, cette lutte va se poursuivre, il est clair. Je viens à peine de sortir, donc j'étais un peu en marge de ce qui se faisait depuis 30 jours, mais j'ai pu quand même observer que de manière salutaire, que la lutte se poursuivait et que des actions sont même annoncées au Sénégal et ailleurs. Cette lutte doit se poursuivre, doit se renforcer, parce qu'il est important que les citoyens sénégalais comprennent que sans ces ressources-là, nous ne pouvons pas sortir du sous-développement, nous ne pouvons pas sortir de la pauvreté. Donc oui, le combat de Aar Li Nu Bokk doit se poursuivre, doit en fait se massifier jusqu'à ce que la lumière soit faite, jusqu'à ce qu'on ait un système démocratique de gestion de nos ressources, parce que il y a à redire dans cette gestion-là qui est tout sauf démocratique. Oui, on est à l'heure du dialogue. Le dialogue est en cours, dialogue national, dialogue politique. Les élections locales sont attendues. Oui. Que pense Guy Marius Sagna de ce dialogue en cours et justement de ces élections en perspective? Ces dialogues, pour moi, sont une mascarade, sont du cinéma. Ah oui? Parce que on parle de tout sauf de ce qu'il y a d'important. Depuis que cette idée de dialogue a été agitée, est-ce que vous avez entendu parler justement de l'écho? Est-ce que vous entendez parler du pétrole, de la gestion de nos ressources naturelles? Est-ce que vous entendez parler de défis importants, de défis économiques? Non.
De quoi est-ce qu'il est question dans ce pays-là depuis 59 ans? De processus électoral, processus électoral. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le FRAPP a été créé. Comment, en tant qu'organisation, FRAPP contribuer, à côté d'autres organisations, d'autres individualités, à mettre au cœur du débat les questions de souveraineté économique et de souveraineté démocratique. Mais à longueur de journée, il n'est question que de processus électoral. Or, pendant ce temps, il y a 54% des citoyens sénégalais qui ne savent ni lire ni écrire. Et nous prétendons aller à l'émergence. C'est tout simplement chimérique. Pendant ce temps, oui, il y a, qu'est-ce qu'on peut donner comme illustration? Il y a 90 milliards de blé que nous importons chaque année, alors que nous sommes dans le pays du sorgho, du mil et du maïs. Au même moment, il y a 65 milliards d'importations de lait chaque année. Comment on fait pour renverser cette tendance? Comment est-ce qu'on fait pour que ces 65 milliards-là bénéficient à nos éleveurs et non aux multinationales laitières? C'est de cela dont nous voulons discuter, c'est de cela dont il doit être question. Or, ce dialogue-là ne sert qu'à une seule chose. Pour vous, il faut justement faire revenir les véritables questions, les véritables thématiques, oui, qui s'articulent autour justement de la redevabilité, de la lutte contre la corruption, de la gestion des ressources du moins naturelles. C'est cela même. Nous pensons que le Sénégal, l'Afrique en général, a besoin d'un nouveau contrat social, d'un nouveau contrat économique, d'un nouveau contrat politique. Malheureusement, ceux qui sont à la tête du Sénégal n'ont pas intérêt à ce que les vrais débats soient posés, parce que dans ces débats-là, ils ont fait faillite. Parce que dans ces débats-là, ils n'ont aucune volonté politique de résister aux politiques en cours depuis 59 ans dans ce pays-là. Avez-vous l'impression d'être suivi? J'ai deux impressions. La première, c'est que des organisations comme le FRAPP sont importantes. Baye Omar Gueye, le FRAPP s'est engagé dans plusieurs combats. Parmi ces combats, je peux rappeler le combat pour l'envoi en formation des animateurs polyvalents des cases des tout-petits. Aujourd'hui, il y a près d'1 millier d'animateurs polyvalents des cases des tout-petits qui ont été envoyés en formation et qui sont payés chaque mois grâce à leur lutte à laquelle le FRAPP a participé. Nous avons été arrêtés des dizaines de fois dans cette lutte. Mon premier mandat de dépôt date de 2013. C'était à Tambacounda. Parce qu'avec ces animateurs polyvalents des cases des tout-petits, j'avais été arrêté. Nous avions été arrêtés. Nous avons fait 5 jours à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda. Nous avons été jugés. Le juge avait dit illégal, mais légitime. C'est ce combat-là qui fait qu'aujourd'hui, des milliers de citoyens sénégalais ont pu être formés, des milliers de citoyens sénégalais sont payés. Donc oui, la lutte est importante, la lutte est nécessaire, la lutte libère, et des organisations comme le FRAPP, des militants anti-impérialistes, des militants comme Guy Marius sont importants dans ce pays-là. Deuxièmement, je pense que les consciences sont en train de s'éveiller. Ah oui? Oui. Comment? Quand un candidat comme Ousmane Sonko, qui dit non aux APE, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec une monnaie comme le franc CFA, parce que c'est une monnaie qui contribue, qui participe à notre sous-développement, qui dit qu'il faut protéger les intérêts des entreprises sénégalaises, qui dit sama bop me le gënal, yow France, yow États-Unis, du bañ naa la. Ce candidat-là passe de 37 000 voix à 600 000 en moins de 2 ans. Ça veut dire que ces idées-là sont en train de prendre corps, de prendre racine dans ce pays. Et cette situation est due à l'éveil de conscience auquel participent plusieurs organisations, dont le FRAPP. Il y a 10 ans derrière nous, 15 ans derrière nous, le débat sur le franc CFA n'était pas aussi vif en Afrique en général, au Sénégal en particulier. Le débat sur l'invasion, d'accord, comment on appelle ça encore, des entreprises de la distribution, Auchan, Carrefour, etc., n'avait pas autant de relief qu'aujourd'hui. Le débat sur, mais ces entreprises de la distribution vont cannibaliser nos commerçants, vont les jeter dans la pauvreté, n'avait pas autant de poids, autant de force. Donc aujourd'hui, le débat politique est en train de s'améliorer, est en train de changer. Nous y contribuons et cela se traduit
par des scores électoraux de candidats politiques qui se réclament du patriotisme, qui se réclament du nationalisme, mais un nationalisme adossé au panafricanisme. Et quel regard jetez-vous sur la classe politique de façon générale? Cette classe politique, justement, on voit qu'aujourd'hui, des partis sont confrontés à des problèmes structurels ou conjoncturels. Vous nous donnerez votre réponse tout à l'heure. Mais alors, quel regard sur la classe politique? Est-ce que vous êtes en train de vous substituer justement à cette classe politique pour vous frayer un chemin? Quelque chose est-elle en train justement de se jouer là? L'écrasante majorité de la classe politique de ce pays a failli. Parce que cette classe politique est constituée majoritairement au pouvoir comme dans l'opposition d'organisations politiques qui refusent de remettre en cause le consensus de Washington, qui refusent de remettre en cause le consensus sur le franc CFA, qui refusent de remettre en cause le consensus autour de l'Organisation mondiale du commerce. Cette classe politique-là a failli. Mais vous savez, quand cette classe politique ou cette partie de la classe politique échoue, tous les peuples, en fait, fécondent les hommes et les femmes qui travailleront à sortir ces peuples-là du sous-développement et de la pauvreté. C'est comme ça que j'analyse le phénomène Ousmane Sonko. C'est comme ça que j'analyse le phénomène d'une organisation comme le FRAPP. C'est-à-dire que c'est le peuple sénégalais qui, à travers des organisations comme PASTEF, qui, à travers des organisations comme le FRAPP, etc., féconde les femmes et les hommes qui disent non à l'oppression. Donc c'est cela la situation. Et en tant qu'ancien directeur de campagne pendant les élections législatives de la coalition qui a porté Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, je suis content et fier de voir que une organisation comme PASTEF, une coalition autour de Ousmane Sonko est en train de se renforcer. Ses idées sont en train de pénétrer les masses sont en train de s'en approprier. C'est une bonne chose pour la démocratie, c'est surtout une bonne nouvelle dans le processus d'émancipation des peuples africains. Êtes-vous allé jusqu'à parler de recomposition politique? Cette recomposition politique, elle est en cours sous nos yeux. Oui, parce que la coalition Sonko président est arrivée quand même 3e avec 15% des voix lors de la dernière élection présidentielle. Et cela est important pour une coalition qui n'a jamais participé à un gouvernement, pour une coalition dont l'essentiel est constitué de gens qui n'ont jamais eu de poste ministériel, qui n'ont jamais eu à détourner de deniers publics pour se faire un trésor de guerre à utiliser électoralement. C'est quand même important. Pour une coalition qui met en avant les idées, l'argument de la force, des idées de libération, c'est quand même important dans un pays comme le Sénégal. Vous avez parlé de transmission de l'information. Alors, que pensez-vous de ces modes de communication via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp et tout ça? 3 éléments. Il démocratise davantage l'information et la communication. Parce que tout le monde sait que... avec ses avantages et inconvénients, dites-vous? C'est pour ça que je disais 3 choses. Oui. Le premier élément, facilitant la communication, l'information. Un système qui permet au peuple de ne pas être dépendant de groupes à la solde de lobbies capitalistes, de lobbies impérialistes. Parce que tout le monde sait que c'est difficile de trouver un groupe de communication indépendant. C'est très difficile. Deuxièmement, savoir quand même les limites de ces réseaux sociaux. Ce qu'on fait sur Facebook, sur WhatsApp, ne remplacera jamais la nécessité d'aller à Ranérou, d'aller à Saraya, d'aller à Goudiri pour être en contact avec les paysans, les éleveurs, les ouvriers, les différentes oui, mais les populations aussi de l'intérieur ont droit quand même à justement accès à justement ces réseaux sociaux aussi. Oui. Par là, je voulais montrer que premièrement, très peu de citoyens sénégalais sont sur les réseaux sociaux. Il faut démocratiser aussi. Non seulement c'est à démocratiser, mais aussi comprendre que même si tous les citoyens sénégalais étaient sur les réseaux sociaux, le travail, la communication dans les réseaux sociaux ne remplacera jamais la nécessité d'aller en contact direct dans la vie réelle et non virtuelle, en contact avec le peuple pour discuter, pour échanger. Alors, vous êtes au contact des Sénégalais constamment, même si vous êtes resté 30 jours, oui, en prison.
quel est l'écho que vous avez, oui, de la situation réelle que vivent les Sénégalais aujourd'hui? Les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais sont épuisés, les Sénégalais sont éprouvés. La dernière fête de Tabaski, a montré que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas pu fêter dignement, n'ont pas pu avoir leur mouton. Aujourd'hui, 3000 de nos citoyens sénégalais sont obligés de s'en remettre à un bateau étranger pour se soigner. La liste n'est pas exhaustive, mais ce qui montre que les citoyens sénégalais sont épuisés, sont fatigués, mais nous pouvons donner des exemples à foison. Baye Omar, ces 3 dernières années, il y a eu tous les jours 20 citoyens sénégalais qui ont tenté de traverser la mer Méditerranée pour entrer de manière irrégulière en Italie. Si cela ne suffit pas à montrer le désespoir du peuple sénégalais, je ne vois pas en fait ce qui arrivera à convaincre les plus sceptiques d'entre nous. Le peuple sénégalais va mal, il va très très mal, mais comme aiment le rappeler mes camarades doyens, comme Jo Diop, comme Allakan, Maktar Fofana, Joy, Fadjour Nakhar. Il faut se battre, il faut lutter pour transformer radicalement cette situation structurelle d'oppression. Oui, un mot sur les 94 milliards. Oui, c'est un débat parce que justement de ce point de vue, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a livré justement les conclusions en attendant la plénière qui est annoncée pour récemment. Mais tout le monde, en tout cas les juristes les plus sérieux, ont montré en fait l'irrégularité de la procédure de cette commission. Cette commission n'a pas pour vocation de blanchir ou de noircir, d'accuser. D'accord, tel ou tel. Cette commission n'avait pas également pour vocation de rendre public son travail. Parce que la commande a été faite par l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que cette commission a agi ainsi? Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas agi ainsi depuis des années qu'une partie de l'opinion parle de la gestion antidémocratique de cette vaste entreprise de spoliation du pétrole? Mais c'est ce 2 poids 2 mesures, c'est cette géométrie variable de la majorité à l'Assemblée qui discrédite toutes ces actions. Ce que nous craignons, c'est pourquoi il faudrait que les démocrates se dressent tous comme un homme pour empêcher ce qui est en train de ramper. Ce qui est en train de ramper, c'est quoi? C'est une tentative savamment orchestré de foncer, de tomber sur le patriote Ousmane Sonko. Ah oui? Oui, c'est cela le plan, et ce plan est antérieur même à l'élection présidentielle. Ah oui? Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Qu'est-ce que vous faites dire cela? Nous ne saurons pas faire. Mais tout dans ce qui se passe dans ce pays-là depuis des mois nous le montre. Ousmane Sonko a saisi le procureur de la République. Ousmane Sonko a saisi la justice de ce pays-là. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Vous pensez que cette commission parlementaire est beaucoup plus sérieuse que la justice de ce pays-là? Vous pensez que c'est à l'Assemblée nationale, même si c'est important de faire des commissions d'enquête, que revient de dire réellement ce qui s'est passé? Ce procureur-là, pourquoi accepte-t-il de n'être qu'un baïfal? Je devrais dire baïsal. C'est-à-dire un procureur d'une famille, d'un président, d'un clan. Quand il s'agit de Khalifa Sall, c'est du fast-track. Quand il s'agit de Karim Wade, c'est du fast-track. Quand il s'agit de Guy Marius Sagna, c'est du fast-track. Mais quand il s'agit de Cheikh Omar Niabe Anne, qui prétend avoir acheté le kilo de Niabe à 4500, c'est du slow, very slow track. Quand il s'agit des autres, c'est du slow track. Cela est tout simplement inacceptable. Et c'est pourquoi je soupçonne fortement, je pense fortement que le président Macky Sall et ses souteneurs cherchent à museler, à atteindre, à tomber sur le patriote Ousmane Sonko, et cela, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Les démocrates ne doivent pas l'accepter. Avant de boucler cette émission, justement, un mot de condoléances à la suite de la disparition de l'ancien DG de la FAO, Jacques Diouf, qui a été arraché à notre affection ce samedi à la suite d'une maladie. Toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches. On y reviendra certainement. Oui, c'est la perte d'un esprit vif ici.
permettez que je m'associe à ses condoléances. Toutes mes condoléances à sa famille, que son âme repose en paix. Oui, c'était un homme qui, comme vous l'avez dit, symbolisait ce qu'il y a de mieux en termes d'esprit, en termes d'intellect du peuple sénégalais. C'est une perte immense, c'est une perte importante. Nous partageons la tristesse de sa disparition avec tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui ont cheminé. En politique également. Tout à fait, tout à fait. Bon, on pouvait ne pas être d'accord ou pas avec ces options, mais quand même, Jacques a symbolisé quand même ce qu'il y a en fait de mieux en Afrique, ce qu'il y avait de mieux pour le Sénégal. Alors, justement, la prochaine étape pour le combat que vous êtes en train de mener, quel acte dans un court délai comptez-vous poser? Alors, ce qui est sûr, c'est que la lutte va continuer, elle va s'intensifier dans différents domaines parce que le frappe à différentes campagnes. Et quelle est la finalité de votre combat? À travers chacun des combats auxquels nous participons, c'est de travailler à montrer aux citoyens sénégalais que ce que tu vis au niveau du commerce, ce qu'il vit dans la santé, ce qu'il vit dans l'éducation, c'est la conséquence d'une politique qui est là depuis 59 ans. Et cette politique-là, elle est caractérisée fortement par du néocolonialisme économique. Mais cette politique-là aussi est caractérisée fortement par un antidémocratisme. Donc, aujourd'hui, l'actualité, c'est d'arracher la souveraineté économique, d'arracher la souveraineté démocratique. À travers toutes nos actions, c'est ce que nous essayons de montrer à nos concitoyens. C'est ce débat que nous cherchons à poser pour que le peuple sénégalais, enfin, en tout cas dans sa majorité, puisse prendre ses responsabilités. Et vous gardez espoir? De ce point de vue, comment le vivez-vous à l'intérieur de votre famille? De ce point de vue, je suis un grand chien. Deux choses. Le pessimisme de l'analyse. C'est-à-dire que les choses peuvent empirer. Deuxième chose, c'est l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire, quels que soient les plans ourdis par l'impérialisme et ses suppôts locaux, les peuples auront suffisamment de force pour faire face à leurs plans. Donc, optimisme de la volonté. Ma famille l'a remercié. Parce que ce n'est pas facile d'être la famille, d'être frère, sœur, époux, enfant et mère de gens, enfin d'anti-impérialistes, de panafricains comme Guy Marius Sagna. C'est dur, très très dur. Un camarade me rappelait que sa mère lui a dit, il n'y a guère longtemps, que je n'ai pas donné naissance à des enfants pour qu'ils croupissent en prison. C'est vous dire le désarroi ou le déchirement dans lequel vivent nos mères, nos pères. Nous savons que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vivent que nous soyons gazés, bastonnés, embastillés régulièrement. Mais l'Afrique digne, le Sénégal digne, doit prendre ses responsabilités parce que ce dont il est question, c'est que il nous faut nécessairement ouvrir les yeux de nos enfants sur un autre Sénégal. Oui, mais justement, de ce point de vue, oui, votre téléphone ne cesse de sonner. Oui, les Sénégalais vous appellent. Quel sentiment éprouvez-vous justement au contact de ces Sénégalais, de ces nombreux appels sur vous pour ne serait-ce que mettre en mode avion pour qu'on puisse enregistrer? Oui, là, de ce point de vue, qu'est-ce que cela vous inspire en dernière analyse? Réconforté. Je suis réconforté par autant de soutien de Sénégalais, d'autres frères et sœurs africains et de démocrates du monde entier. Réconforté que cette lutte, ce chemin que nous avons entrepris est le bon chemin. Mais aussi beaucoup de crainte, beaucoup de peur, parce que tous ces témoignages de soutien, d'encouragement veulent dire une chose. Il ne faut surtout pas flancher. Il faut surtout éviter
ce qui s'est passé à travers d'autres femmes, d'autres hommes de ce pays et de ce continent. Il faut garder la flamme de l'espoir allumée en ne trahissant pas, en ne trébuchant pas, en refusant que des citoyens sénégalais aient raison de dire ils sont tous pareils. Et cela, c'est une grande responsabilité. Et d'où puisez-vous vos ressources en termes justement de pensée, d'idéologie? Quelle est votre référence? Écoutez, le marxiste-léniniste m'inspire énormément. Le matérialisme dialectique, le matérialisme historique. Bien sûr, nos dignes prédécesseurs panafricains aussi nous inspirent énormément. Les Cheikh Anta Diop, les Kwame Nkrumah. La liste est longue et je peux retourner très loin. Les Aline Sitoé Diatta, les Cheikh Ahmadou Bamba. Tous ces résistants qui ont contribué à leur manière à ce que l'Afrique et le Sénégal tiennent debout, se lèvent. Voilà d'où les militants du FRAPP tirent la force de se battre, de continuer à résister. Mais aussi, nous sommes des citoyens sénégalais dont les femmes accouchent dans les hôpitaux publics, dont les enfants vont à l'école publique. Donc, plus que tout autre citoyen sénégalais, nous avons intérêt à ce que le système sanitaire du Sénégal change. Parce que si nous sommes malades, c'est dans ces hôpitaux publics que nous allons nous soigner. Nous n'avons pas d'argent pour envoyer nos enfants dans les universités publiques, dans les universités privées à l'étranger. Donc c'est à nous que revient de transformer la crise de l'éducation, la crise de la santé, de transformer nos systèmes sanitaires et éducatifs afin de léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, un autre système, un autre Sénégal, une autre Afrique. Le modèle du dirigeant que vous cherchez aujourd'hui pour l'Afrique, pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde. J'ai souvent l'habitude de dire qu'un dirigeant doit être comme la croûte. Dans la sagesse populaire sénégalaise, on dit que quand biñu laajee xooñ lan moo tax nga ñuul dafa ne parce que dama nangoo jiitu. C'est-à-dire quand il y a des choses agréables, il doit être le dernier à en goûter. Quand il y a des choses dures, il doit être le premier à les endurer. Servir et non se servir. Merci beaucoup Guy Marius Sagnon.